رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر سمع الله. Bonjour Monsieur Yassine, ici nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Bara City où plusieurs associations et imams avocats sont réunis suite à l'annonce du président de la République sur la future loi du séparatisme. Qu'avez-vous tiré comme leçon de cette réunion? Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a eu un rassemblement de certains acteurs de la communauté musulmane en France. Il en a découlé énormément de choses de cette soirée-là, de cette réunion. Beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions différentes. L'idée que l'on retient, c'est que les musulmans de France feront bloc quant à l'opposition de la loi du séparatisme qu'a proposé Emmanuel Macron. Est-ce que les musulmans ici se sont accordés sur plusieurs projets ou pas? Les musulmans qui étaient présents lors de cette réunion-là ne se sont pas accordés sur un projet, mais sur plusieurs projets. Sur différents fronts, les musulmans se sont engagés à agir, Inch'Allah, que ce soit sur le front médiatique, que ce soit sur le front juridique et tous les autres fronts, Inch'Allah, qu'on pourra ouvrir. Est-ce qu'il y a des manifestations prévues nationalement ou localement? Il y a des pourparlers entre nous. Nous n'avons pas pour l'instant de date ni d'organisation de manifestations prévues pour le moment. Merci beaucoup. Barakallahu fik, merci à vous. Bonjour Monsieur Elias, vous êtes fondateur de Islam et Info. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça? C'est un site internet Oui, c'est un site en fait internet communautaire qui donne la parole aux musulmans, puisque pendant de nombreuses années les musulmans ont été privés de parole. Il y avait un point de vue sur l'actualité, sur notre actualité qui était donnée par d'autres. Et aujourd'hui, les musulmans offrent la voix aux nôtres pour qu'ils puissent s'exprimer et donner leur point de vue.
Vous avez été aussi parmi les cadres de la manifestation contre l'islamophobie en 2019. En 2019, la manifestation contre l'islamophobie, en fait, il y en a eu plusieurs. Des manifestations, il y a eu celle des mamans de Mantes, il y a eu celle qui a été faite contre Zemmour, il y a eu celle qui a été faite à Nation avec Mourkolanta, que je salue aujourd'hui, et il y a eu effectivement la manifestation du 10 novembre, mais j'ai participé effectivement à son élaboration. Mais j'en ai été écarté puisque on avait refusé, sous pression de certains groupes de gauche, que des musulmans trop visibles puissent parler à la tribune. Ce que j'ai trouvé dommageable, mais bon, c'est un fait. Vous êtes aussi fondateur de Stop Zemmour, je crois. Non, j'ai pas été fondateur. Ça, par contre, c'est un collectif de personnes variées, de la société civile, des avocats, des journalistes, et j'en ai fait partie, effectivement. On a essayé de faire des choses dans ce sens. Qu'est-ce que vous pensez que après ces multiples condamnations récidives, il a toujours sa place sur les plateaux TV, radio et notamment dans la presse? Malheureusement, de facto, il l'a. Il l'a, on lui donne. Et c'est pas lui qui, s'octroie ce droit à la parole, c'est de grandes instances. Le gouvernement, on a vu Macron qui l'appelle au moindre crachat. Malheureusement, quand une mosquée est saccagée par la police, là, on n'entend personne. Donc c'est dommageable, mais effectivement, c'est la parole du puissant. Zemmour, ce n'est pas la parole du peuple, encore moins celle des Gilets jaunes. C'est une parole clivante qui cherche à diviser les Français en général et à apporter une stigmatisation, si ce n'est un appel à la haine continuelle contre la minorité musulmane en France. Et il est supporté en cela par des grands groupes comme CNews, et vous savez qui dirige CNews. Juste après des discours sur le sur la future loi sur le séparatisme, plusieurs associations mosquées ont eu des perquisitions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Écoutez, dans le mot même de séparatisme, il y avait déjà un projet de guerre. Quand on parle de séparatisme, on parle de mouvement, d'organisation qui veut se séparer d'un État. Et en ce sens, c'est un vocabulaire guerrier, puisque la seule chose qu'on fait face à un mouvement qui se sépare de l'État dans l'histoire française, c'est qu'on le réprime, c'est qu'on l'extermine. Donc déjà, utiliser ce vocable, c'était un appel à la guerre insidieux qui était fait de la part du gouvernement. Donc aujourd'hui, ils en arrivent à ce projet contre le séparatisme, qui est une véritable guerre d'intimidation, une nouvelle croisade contre la minorité musulmane qu'on veut ostraciser, qu'on veut priver de ses droits, qu'on veut encore plus reléguer. C'était déjà le cas, mais aujourd'hui on veut institutionnaliser cela à travers des lois qui priveraient les musulmans d'avoir une représentation dans les mairies, bien sûr sous des motifs scabreux, pas directement, d'avoir des écoles où on étudie le Coran. On a vu que des mamans ont été perquisitionnées, elles faisaient l'école à la maison certes, leurs enfants avaient moins de 6 ans, donc elles avaient tout à fait le droit d'avoir des après-midi ludiques ou d'apprentissage autre que le programme scolaire, et pourtant on leur interdit, et plus encore, on les humilie et on jette le Coran par terre. Je pense que c'est un symbole, je pense qu'il faut voir en cela un message envoyé aux musulmans. On jette leur Coran par terre, pas seulement à la minorité musulmane en France, mais à l'ensemble du monde musulman. La France envoie un message, et qui interroge, je pense, je crois que le président turc a réagi face à cela. Tunisien, ça je ne suis pas au courant, mais en tout cas, la France se permet de donner des leçons à Erdogan sur les minorités, mais que je sache, vous avez chez vous des églises, et je ne crois pas qu'on jette les Bibles à terre. Par contre, en France, oui. Est-ce que Macron, quand il parle par exemple de réformer l'islam, il parle des 1,5 milliard de musulmans? C'est pas seulement des musulmans de France. Non, mais certaines personnes se rêvent en Napoléon, mais n'est pas Napoléon qui veut. La France n'est plus un empire, et les populations musulmanes en France ne sont pas décolonisées. Il faudrait véritablement que la classe politique française le comprenne une fois pour toutes. Nous ne sommes plus du temps de la colonisation. Donc, si l'on s'en tient à la loi française, celle de 1905, il y a une séparation entre le politique et l'État. Et donc, l'État n'a pas interféré dans le culte ou la religion des musulmans ou autres. Donc, il n'a pas à imposer un islam des ténèbres ou un islam des Lumières. Il a simplement à rester sur le bas-côté et observer ce que font les musulmans.
Et justement, sur la loi de 1905, je crois qu'il y a eu 13 ou 17 réajustements ciblés expressément sur l'islam. Effectivement, aujourd'hui, en France, les seuls qui détestent la loi dite 1905 sont les islamophobes, puisque à l'époque, en 1905, nous l'oublions pas, il y avait déjà des millions de musulmans. Avant la loi 2004, pendant l'Algérie coloniale, il y avait 4,5 millions de femmes qui portaient le hijab, si ce n'est le niqab. Pourtant, ça ne gênait pas. Mais aujourd'hui, ça gêne, puisque on voit que en France, la minorité musulmane s'affirme, vit et veut vivre comme toutes les autres communautés, et ça ne plaît pas. Donc il y a une islamophobie qui veut interdire cela, et leur premier réflexe, effectivement, c'est de retoquer la loi 1905, parce que ce sont les véritables séparatistes. C'est-à-dire qu'ils veulent séparer la République de son devoir, la chose publique, respecter chaque communauté, et en fait recréer une société d'apartheid auquel apparemment ils étaient accoutumés et dont ils ont du mal à se séparer. Par exemple, le voile, l'islam, le Coran ne gênait pas la France le temps de l'Algérie, qui était colonisée par la France. Les Algériens étaient plus que les prétendus aujourd'hui 3 ou 4 millions de Français de culture musulmane. Pourquoi ça ne gênait pas avant et aujourd'hui ça les gêne? Comme je l'ai dit, certains aiment voir les gens sous un statut d'apartheid et d'esclaves et n'acceptent pas qu'aujourd'hui des Elias, des Mohamed, des Naïma, des Mehmet puissent avoir droit au chapitre politique comme tout à chacun dans ce pays. Et donc, comme ils ne l'acceptent pas, ils veulent engendrer et créer de facto cette société de ségrégation. Je rappelle que à tous les niveaux, il y a une ségrégation de fait qui s'exerce contre les musulmans, mais ils veulent la légaliser. On l'a vu pendant l'état d'urgence, aujourd'hui avec ces lois scélérates et liberticides qui sont en train d'être mises en place. Nous avons quelques pistes sur là où les textes qui veulent faire appliquer sur le séparatisme, par exemple sur le fait qu'il ne faut pas montrer sa religiosité dans les mairies ou dans le sport. Par exemple, dans le sport, on sait que c'est avec la chanson, l'un des seuls élans pour les musulmans. Là, on évoque les douches en slip. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on est en plein la République du ridicule. Et les mêmes gens qui ont commandité le génocide pendant la guerre d'Algérie, aujourd'hui se croient autorisés à vouloir nous imposer notre religiosité et ses formes. On leur rappelle juste qu'ils fassent ou non une loi, nous serons là pour nous affirmer en tant que musulmans, que ça leur plaise ou non. Nous sommes aujourd'hui 10 millions en France et nous n'entendons pas, comme certains, je parle là notamment du CFCM qui a accompagné cette loi et qui l'a félicité, dans une démarche de soumission, mais plutôt dans une démarche d'affirmation. Nous sommes musulmans, fiers de l'être, qu'ils l'aiment ou pas, que ça leur plaise ou pas. Mais merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais c'est moi qui vous remercie. Je passe un salam à toute la communauté turque. Un ministre de l'Intérieur, d'avoir de tels propos aussi violents, sachant que mon voile n'a aucune fonction politique. C'est ma foi. Après oui, c'est visible, mais c'est pas pour autant du prosélytisme. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Mohamed Nadir, je suis imam et intervenant et conférencier dans plusieurs structures et mosquées en région parisienne principalement. Et j'enseigne également les sciences religieuses et tout ce qui a trait à la religion. Le président Emmanuel Macron a fait un des discours sur la future loi sur le séparatisme. En quoi est-ce que ces prochains textes va vous toucher directement? Alors, on sait qu'il y a déjà une tension, j'ai envie de dire islamophobe, qui monte dans l'État et au niveau structurel contre l'islam. Et cette tension-là, elle est montée crescendo les précédentes années. Mais la particularité de ce projet de loi contre le séparatisme, c'est qu'il formalise cette haine contre l'islam visible. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on essaye de trouver
des épouvantails qu'on mettait à la place du mauvais musulman, et petit à petit le trait se précise et on se rend compte qu'au final ce mauvais musulman dont on nous a parlé pendant des années voire des décennies, eh bien au final c'est le musulman. Et c'est cela qui est particulièrement grave dans ce discours ambiant, c'est qu'au final on criminalise des traits qui sont tout simplement l'apparence ou l'idéologie même du musulman classique, normal, qui est en accord avec ses valeurs et fier de ses principes. Et c'est cela qui est particulièrement dangereux. Est-ce que vous avez peur que certaines mosquées soient fermées pour des débroutilles, une alarme incendie, un bloc secours ou autre chose? C'est déjà le cas. J'ai eu, comme j'interviens dans pas mal de mosquées, j'ai vécu moi personnellement des cas de mosquées qui avaient ces contrôles inopinés où la mosquée devait fermer, que ce soit temporairement. Ça m'est déjà arrivé d'être imam d'une mosquée qui a été fermée pendant une longue période temporairement parce qu'elle n'était pas aux normes incendie. On a cherché bien sûr la broutille du centimètre qui n'est pas aux normes, ou des mosquées qui étaient fermées définitivement. Ça m'est déjà arrivé de voir ça de mes yeux. Donc au final, c'était peut-être un fantasme il y a quelques années ou peut-être un cauchemar, mais aujourd'hui c'est bel et bien une réalité et c'est même assumé par le gouvernement. C'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'on a des déclarations officielles de personnes, de sénateurs, de personnes qui sont dans les plus hautes sphères de l'État, qui déclarent qu'ils n'hésiteront pas à chercher la faille, même lorsqu'une structure n'a rien à se reprocher, même lorsqu'une structure est dans les normes, ils n'hésiteront pas à chercher la faille du petit détail pour justifier la fermeture jusqu'à, comme disait l'un des sénateurs, un aliment qui a dépassé la date de péremption dans un réfrigérateur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement assumé, et c'est ce qui rajoute encore plus dans la gravité. Nous savons que Emmanuel Macron a décidé d'abandonner l'école à la maison. Est-ce que vous pensez que les musulmans ou d'autres vont massivement envoyer leurs enfants à l'école publique ou à l'école privée, en sachant que les écoles privées musulmanes, il n'y en a pas beaucoup, et qu'ils mettent le maximum de bâtons dans les roues ou prolongent les délais? Alors je pense que ça, tout d'abord, c'est une mesure pour faire du bruit et que concrètement, ça ne représente pas grand-chose. Les élèves ou les enfants qui font l'école à la maison, c'est quelques dizaines de milliers sur la France et ça ne représente absolument pas grand-chose. Même au niveau de la communauté musulmane, la grande majorité envoie ses enfants à l'école publique ou à l'école privée musulmane, mais ceux qui font l'école à la maison sont une minorité. Ensuite, je pense que ceux qui font l'école à la maison, c'est surtout en réponse à un manque de l'éducation nationale, justement, un manque et à beaucoup de défauts qu'a l'éducation nationale, qu'ils n'arrivent pas justement à corriger et à des réponses qu'ils n'arrivent pas à donner à des parents qui sont soucieux de l'éducation de leur enfant. Donc c'est une mesure qui est plus tapageuse qu'autre chose, surtout que l'école à la maison ne concerne absolument pas que les musulmans, ce n'est pas le propre des musulmans. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas de confession particulière ou d'autres confessions qui gardent leurs enfants pour étudier à la maison. Ensuite, concernant la réaction de la communauté musulmane, donc comme je disais, tout d'abord c'est une minorité, mais je pense que c'est davantage l'industrie de la peur qui va tourner et que les personnes qui étaient soucieuses de l'éducation de leurs enfants et qui ont fait l'école à la maison vont simplement se retrouver dans un carcan et dans un étau qui va nourrir leur rupture encore plus avec la société, voire les pousser à quitter le pays tout simplement. Nous savons que la communauté musulmane ne vote pas beaucoup, donc n'a pas beaucoup d'impact sur de présenter quelqu'un. Par exemple, ils peuvent pas choisir ou influencer sur Emmanuel Macron ou Marine Le Pen au second tour. Mais sur le plan local, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Alors, sur le plan local, on sait que, évidemment, quand on met en perspective les présidentielles et les municipales, par exemple, on voit que l'impact est beaucoup plus grand et qu'une communauté au niveau local peut agir beaucoup plus que la communauté au niveau national. Toutefois, il faut se questionner sur les finalités de la chose. Alors, parce que avoir un maire qui soit assez rallié à une cause qu'on défend pour nous faciliter des procédures d'ouverture de certaines structures, mosquées ou écoles, c'est peut-être une bonne chose, mais derrière, qu'est-ce que c'est que la finalité qu'on recherche derrière? Est-ce que c'est nourrir un système
qui au final va se retourner contre nous parce que c'est un système qui est hiérarchisé de sorte à opprimer toujours ces minorités visibles, ou est-ce que véritablement on va chercher une solution? Donc au-delà de la participation même de la communauté musulmane à ces élections, c'est la finalité derrière qu'il faut questionner, et je pense que c'est des questions qu'il faut particulièrement se poser étant donné que on donne parfois le bâton pour se faire battre, et on a pu le voir concrètement, que ce soit dans les présidentielles où on nous appelait à faire soi-disant barrage contre l'extrême droite, et au final ce sont des mesures encore pires que l'extrême droite qui sont passées, ou au municipal dans certaines villes, dans certaines structures où on voit que au final les musulmans se mobilisent mais que concrètement ça ne donne rien sur le terrain. Eh bien, il y a à se questionner sur la finalité de la chose et qu'est-ce que ça sert au final de nourrir ce système qui ne nous représente pas. En fin de compte, Marine Le Pen n'a pas été élue, mais ses idées passent. Oui, Marine Le Pen n'a pas été élue, mais elle a été reçue dernièrement par Gérald Darmanin, et elle a prétendu avoir été écoutée enfin après tant d'années sur ses préoccupations. Donc on voit qu'au final, il y a un électoralisme qui fait que ce gouvernement mange à tous les râteliers et fait que il fait dans la surenchère, même dans la violence, dans les propos et envers les minorités, chose que peut-être n'aurait même pas fait l'extrême droite. Auriez-vous un dernier message pour les musulmans qui nous regardent? Alors je pense que le message le plus important pour les musulmans qui nous regardent, c'est que l'heure est à la fédération, l'heure est à la revendication et l'heure est à la fierté. La chose la plus importante que le musulman doit faire aujourd'hui et qu'il doit entreprendre, c'est d'être fier de son identité musulmane, parce que c'est son identité musulmane qu'on essaye d'attaquer, et qu'il doit fédérer sa communauté malgré les divergences qu'on peut outrepasser, les divergences qui sont tolérables et qui ne mènent pas à la division. Eh bien, fédérer entre les différentes structures, entre les différentes nationalités, la communauté maghrébine avec les Turcs, avec les Asiatiques, avec tout ce tissu qui représente au final la Oumma, qui représente la communauté des musulmans. Je pense que l'heure est plus que jamais à la fédération, à la revendication sereine dans l'apaisement, mais avec fermeté et avec rigueur, pour justement ne pas laisser ces injustices perdurer et savoir affirmer notre croyance en étant fiers de nos principes. Je vous remercie pour toutes vos réponses. Au revoir. Merci à vous.